Juridiction et démocratie financière, quel dispositif pour une contribution à la transparence dans la vie publique? C'est le thème retenu pour la rentrée judiciaire 2016-2017 au Burkina Faso. Rentrée dont l'audience solennelle a été présidée par Rochmark Christian Kaboré, président du Faso. Son discours sera passé au crible par nos analystes dans un contexte où le sentiment qui prévaut, c'est la déception. Dans un contexte où les médias publics sont en grève, l'Office national des télécommunications, ONATEL, a aussi observé une semaine d'arrêt de travail avec des perturbations sur les réseaux d'appel et des coupures d'Internet. Quelles doivent être les priorités de l'exécutif? Les affaires insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, putsch manqué, ainsi que l'affaire Thomas Noël Isidore Sankara, Burkina Faso, rentrée judiciaire 2016-2017, le gouvernement à l'épreuve de la confiance populaire. Premier débat du jour. Ensuite, plus un jour ne passe sans que des échauffourées ne soient signalées entre policiers et étudiants. En Afrique du Sud, la police a de nouveau tiré à Johannesburg des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes pour disperser des étudiants réclamant une éducation gratuite pour tous. Un mouvement national de contestation qui agite depuis 2 semaines les universités sud-africaines suite au camouflet infligé à l'ANC et Jacob Zuma lors des législatives passées. Cette nouvelle crise dans le secteur éducatif rajoute à la tension qui prévaut dans le pays. Afrique du Sud, heurts violents entre policiers et étudiants. La crise de trop pour l'ANC, Jacob Zuma, la question sera posée. Mais avant tout ceci, voici le flash, le condensé de l'actualité marquante sur le continent. Le rassemblement de l'opposition s'est déclaré ce mardi ouvert à un vrai dialogue inclusif en République démocratique du Congo avec le délégué au dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila. Il maintient toutefois la pression avec de nouvelles manifestations le 19 octobre. Resté mobilisé, a déclaré l'opposant historique Étienne Tshisekedi à la clôture du 2e conclave du rassemblement à Kinshasa. La Haute Cour du Zimbabwe a confirmé ce mardi la validité de l'interdiction de toute manifestation de rue contre le président Robert Mugabe pour demander le départ du chef de l'État, a annoncé un avocat. Les Zimbabwéens expriment leur colère contre Mugabe au pouvoir depuis 1980. Le mouvement de contestation agite le pays depuis quelques mois sur fond de profonde crise économique. Au Nigeria, la Cour de justice de la CEDEAO a qualifié ce mardi d'illégale la détention prolongée de Sambo Dasuki, l'ancien conseiller pour la sécurité nationale nigériane. Elle estime que sa détention prolongée depuis le 5 novembre 2015 est illégale, arbitraire et viole les lois internationales. Le président Buhari, qui a succédé à Goodluck Jonathan, a lancé une vaste campagne anticorruption visant les proches du gouvernement précédent. Burkina Faso, rentrée judiciaire 2016-2017, le gouvernement à l'épreuve de la confiance populaire. Le débat s'installe après l'intermède. Pour en débattre ce jour et élire Héribert Label Adjovi, journaliste spécialiste des juridictions internationales. Bonjour monsieur. Bonjour, Johannes Toan. Face à vous, Patrick Armand-Poyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Coach, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Juridiction et démocratie financière, quel dispositif pour une contribution à la transparence dans la vie publique? En quoi ce thème est-il pertinent, Héribert Label Adjovi? Ce thème est pertinent puisque lorsque vous parlez de démocratie, un des outils essentiels, c'est bien évidemment la justice pour tous. Puisque lorsque nous parlons de démocratie, on veut que le pouvoir soit géré par le peuple, pour le peuple, et pour que cela soit bien géré, il y a des institutions qui sont chargées naturellement de gérer ce pouvoir. Maintenant, il faudrait que ces pouvoirs, ces différents pouvoirs, qui ont une certaine séparation de responsabilité, puissent le faire de façon équitable. Donc la justice est un levier important, est un levier essentiel de la gestion d'une démocratie. Donc, et dans cette démocratie et dans cette justice, s'il y a de la corruption et bien d'autres choses que vous savez, ça ne pourrait pas bien aller si les gens qui sont chargés, les hommes qui sont chargés de juger les travers de la société sont eux-mêmes corrompus, ça devient un véritable problème.
Coach Patrick Armand-Pouillon, le vœu de tout citoyen est que les informations sur le processus de gestion des fonds publics soient portées à la connaissance du public. C'est une phrase qui a retenu mon attention, mais est-ce que nous ne sommes pas là face à un vœu pieux? Oui, évidemment, parce que, vous savez, même les institutions internationales aujourd'hui, quand ils vous accordent un financement, on vous laisse 8% pour certains, 12% pour certains, et vous n'avez pas à justifier. Parce que, vous voyez, on est au Bénin. Vous imaginez le responsable d'association qui va dans un village pour faire des activités. Il a besoin de payer son bokono, de payer son marabout, tout ça pour être en sécurité. Il ne va pas mettre ça dans un budget. Et quand on va au niveau de l'État, il y a des choses que le peuple ne peut même pas savoir. Parce que, vous savez, je prends l'exemple des États-Unis d'Amérique. Il y a des agents qui travaillent pour le chef de l'État, il ne sait pas. On s'arrange pour qu'il ne sache pas qu'il y a des gens qui travaillent pour lui parce que ce que les gens là font, c'est plus ou moins illégal et lui n'est pas censé savoir. Et donc, il y a des fonds à gauche, à droite qu'on doit juste gérer, mais qu'on ne peut pas rendre compte au peuple. Je crois qu'il y a des organes qui sont chargés de voir clair dans ça. C'est ces organes qui doivent être renforcés. Mais si le peuple doit tout comprendre, je ne suis pas sûr qu'on peut gérer. Je vais vous donner un exemple pratique. Vous voyez, moi je dirige une association, ne serait-ce qu'une association. Et tu donnes... Quelqu'un a un problème, tu lui donnes 100 000. Et c'est connu. Tout le monde va amener son problème et demander que tu lui donnes 100 000 aussi. Donc il y a des choses qu'en tant que responsable, on ne peut pas dire au peuple, mais il y a des organes chargés d'être informés et il faut que ces organes soient renforcés afin d'être informés de ce qu'il faut. Et bien, la Djovi, donc discours de façade. Mais discours de façade, mais discours quand même, parce que l'essentiel sur le plan pédagogique, il faudrait que les normes soient édictées, qu'on en parle. Maintenant, dans la pratique, je pense que les lois sont faites pour être appliquées face à des hommes. Et lorsque l'on se retrouve dans des situations de pénibilité, on peut être amené à faire des adaptations. Les adaptations, l'exception confirme la règle. Donc, s'il y a des exceptions, ce n'est pas pour cela que la règle ne doit pas être édictée. La règle est là justement, la loi est là justement pour montrer la voie à suivre, quitte à ce que l'on puisse voir par rapport aux situations pratiques ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous êtes dans un pays en conflit, les choses ne peuvent pas, la gestion publique ne peut pas se faire de la même manière que dans un pays tout à fait normal. Alors, monsieur, venons-en à l'analyse du discours du chef de l'État. Rochma Christian Kabouri a exhorté les juges et la justice à faire un maximum de célérité pour que chacun soit puni à hauteur de son forfait. Coach Patrick Armand-Pouillon, comment voyez-vous la gestion actuelle des affaires en cours au Burkina Faso? Si je prends le côté justice, je peux dire que vraiment c'est très délicat. Vous voyez, on a commencé justice réellement après le départ de Blaise Compaoré. Et ça fait à peine 2 ans. Des magistrats qui pendant longtemps ont été empêchés de dire le droit. Et aujourd'hui, on les a libérés. Avec quel budget, avec quel financement? Moi, je connais des magistrats au Burkina qui sont encore à moto. Et dans ces conditions, vous imaginez, on leur demande de juger des affaires de... Mais ils font tout ce qu'ils peuvent. Je prends pour preuve la dernière décision que j'ai lue ce matin, où le président de la Cour criminelle de la Chambre de cassation a voulu prendre une décision pour libérer le responsable transmission du régiment de sécurité présidentielle arrêté dans le cadre de la tentative de coup d'État. Et le greffier refuse de revenir siéger avec lui, ses assistants refusent de venir siéger, et quand il rentre dans la salle, le procureur, tout le monde vient, tout le parterre d'autorité pour intervenir, et le monsieur devant tout le public dit non, il n'écoute pas, et il finit par lire sa décision de libérer le monsieur. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous avons eu une transition de bêtises et de cacophonie et de désordre. Et donc, dans ces conditions, on ne sait plus comment apprécier le coup d'État. Pour vous, la responsabilité est à imputer à la transition? Oui, parce que lorsqu'on a eu tentative de coup d'État, j'ai écrit une lettre ouverte au général Gilbert Djengere où je dénonçais toute la pagaille de la transition et je lui disais que lui aussi, on ne peut pas lui faire confiance. Donc, il vaut mieux remettre aussi le pouvoir pour que quelqu'un d'autre puisse conduire les choses. Donc, c'est pour dire... Lorsque nous avons un régime de transition qui a fait du désordre inimaginable, les choses sont en train de sortir aujourd'hui, mais moi je disais déjà ça pendant la transition. Mes amis burkinabés n'étaient pas contents que je tape tout le temps sur la transition, mais je tapais dessus parce que je voyais là où ça allait. Maintenant, il y a eu une tentative de coup d'État. Or, le peuple, dans sa logique, vous savez que le peuple veut toujours condamner.
Donc lui, pour tous ceux qui ont fait tentative de coup d'État, il faut qu'ils aillent en prison, il faut qu'on les condamne. Il y a des morts. Alors que les juges, eux, ils ont le droit à dire. Et le droit n'est pas... On est contre quelqu'un, il avait fait un autre crime dans le temps, donc il est coupable de tout ce qui arrive. Le droit n'est pas comme ça. Et donc, même les procureurs qui sont rentrés dans la salle, ce n'est pas nécessairement qu'ils protègent les intérêts politiques, mais ils ont peur, eux, de la réaction du peuple. Vous vous rappelez sur ce plateau, j'ai dit, on ne peut pas poursuivre Blaise Compaoré pour avoir tenté de réviser la Constitution parce que c'est légal. Ça n'a pas été facile à l'expliquer, mais vous voyez, aujourd'hui, ils ont renoncé à cette poursuite-là. Donc, on est dans une situation où le peuple veut condamner coûte que coûte, mais le droit doit être dit, et les juges ont cette difficulté-là. Et je crois qu'on ne peut pas parler de célérité en matière de justice, parce qu'il faut que les juges le fassent quand ils sont prêts. Et Belabella Diovi, l'inquiétude aujourd'hui qui existe, c'est quand même que chez certains avocats et familles de victimes, c'est que par rapport au dossier Pouche-Monké, l'influence de l'exécutif par rapport au traitement de certains dossiers. Mais c'est naturel, chacun joue son rôle. C'est-à-dire que du côté de l'exécutif, on doit considérer qu'on est en train de gérer l'État, les victimes veulent que justice leur soit rendue, mais dans tout ça, il y a la justice qui s'interpose. Ce qui est important, je crois qu'un pays comme le Burkina, qui a vécu une longue période de dictature, ne l'oublions pas, où le droit était vraiment le droit du plus fort, même dans le cadre de la justice, et qu'on se retrouve après une transition catastrophique avec les mêmes pratiques qui ont continué à quelques exceptions près, la corruption qui a été vraiment généralisée. On se retrouve avec un gouvernement actuellement. Je pense que le gouvernement a fort à faire. Et je crois fondamentalement qu'il faut donner le temps au temps. Ça ne sera pas facile, c'est progressivement, même dans les pays où il n'y a pas eu ce genre de situation, cela n'a jamais été facile de gérer les affaires publiques, puisque lorsqu'on porte des affaires devant les tribunaux, il y a ceux qui ont intérêt que la vérité sorte et il y a ceux qui n'en ont pas intérêt. Et je pense que généralement, ironie du sort, ceux qui n'ont pas intérêt que la vérité éclate ont plus de moyens. Et la justice est aussi une question de moyens avec le nombre de juges pour le nombre d'habitants que nous avons dans nos pays africains. Je pense que ça se pose comme un problème principal. Donc, pour vraiment qu'il y ait une justice juste, il faut qu'il y ait le ratio juge-justiciable. Et ça, c'est un véritable problème. Mais maintenant, les victimes veulent que les choses s'accélèrent, mais on ne peut pas déroger au principe sacro-saint de la justice qui est que tout le monde est présumé innocent jusqu'à ce que la culpabilité ne soit complète et avérée. Une autre affaire d'une importance capitale pour le Burkina Faso, c'est l'affaire Sankara, 29 ans déjà, qu'il a été assassiné. Son ou ses assassins courent toujours. Suivons cet élément de la rédaction où s'exprime l'avocat de la famille, maître Stanislas Benewende Sankara. L'hommage à Thomas Sankara a démarré par un symposium à la Maison du Peuple du Burkina Faso. Environ 3000 personnes, majoritairement des jeunes venus de 10 pays africains, y ont pris part. Lors du symposium, les actions de l'ancien chef d'État burkinabé tout au long de sa gestion de 1983 jusqu'au coup d'État en 1987 ont été évoquées. Après le symposium, les participants ont marché dans les rues de Ouagadougou pour demander qu'enfin justice soit faite sur son assassinat. Aujourd'hui, l'assassin présumé Blaise Compaoré fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Nous sommes en train d'exiger son extradition vers le Burkina Faso devant ce peuple-là. À travers votre mobilisation, c'est un grand pas de géant qui est franchi vers la manifestation de la vérité, de la justice et de la réhabilitation pour le président Thomas Sankara. Pour la petite histoire, Thomas Sankara est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Considéré comme le père de la révolution burkinabé, il a été assassiné lors d'un autre coup d'État ayant permis à l'ancien président Blaise Compaoré de venir à la tête du gouvernement. Actuellement en exil en Côte d'Ivoire, ce dernier a été inculpé pour assassinat, recel de cadavres, faux et usage de faux. Belabella Diovi, est-ce qu'on peut espérer un retour de Compaoré pour faire face à la justice de son pays? Un retour de Compaoré, c'est à espérer. Maintenant, le problème principal tout ne se résume pas à sa personne, même si apparemment
tel que le développement de ce procès évolue, on a bien l'impression qu'il est évidemment l'instigateur principal, et ça, ce n'est pas surprenant. Depuis le 15 octobre 1987, tout le monde le savait. Maintenant, ce que Diendéré a dit ces derniers jours, c'est quand même capital. Nous savons bien que ce qui s'est passé, ce n'est pas juste un regrettable accident, mais qu'il y a eu toute une planification de l'intérieur comme de l'extérieur, puisque le tout bouillant capitaine Thomas Sankara, paix à son âme comme on le dit, a quand même dérangé beaucoup d'intérêts à l'intérieur comme à l'extérieur, et on était dans un contexte où ça ne passait pas bien. Donc, pour revenir à l'essentiel, il faut dire oui, le capitaine Blaise Compaoré doit pouvoir s'exprimer dans cette affaire, mais lui-même avec les ennuis de santé et tout le reste. Et puis la caution d'Abidjan, avec une nationalité accordée à la va-vite, tout ça, ça constitue quand même tout un cocktail qui montre que cette crise burkinabé, même si aujourd'hui on a un gouvernement en place, n'est pas prêt de finir, puisqu'il y a eu beaucoup d'exactions, beaucoup d'injustices commises à travers ces décennies où le capitaine Blaise Compaoré a régné en maître au Burkina Faso. C'est difficile, mais je pense que pour l'essentiel, c'est au moins sur le plan des principes, que l'on puisse quand même faire le deuil de la famille Sankara, puisse faire le deuil du décès de leur fils, et que la nation burkinabé, le pays des hommes intègres, puisse faire le deuil de ce fils qui aujourd'hui est un label sur tout le continent. Aujourd'hui, on parle vraiment de l'intégration africaine et de faire face de façon responsable à toutes les pressions que nous avons de l'extérieur. Celui-là, il était un visionnaire. Même si il a certainement ses défauts, je pense bien que ce procès est le bienvenu, et il faudrait que ça aille jusqu'au bout, ne serait-ce que pour les principes, puisque quel que soit ce qui se passe, Thomas Sankara et ses 12 compagnons ne reviendront pas en vie. Coach Pouyon, est-ce qu'on peut parler de complicité de la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara? Ah non, vous savez, la situation d'Alassane Ouattara n'est pas aisée. Vous savez, Guillaume Soro est comment on appelle, le fils spirituel, le disciple de Blaise Compaoré. Et vous savez que la Côte d'Ivoire, Alassane n'a pas toutes les cartes en main, surtout sur le plan sécuritaire. Donc, Alassane a pris des décisions parfois où on lui a reproché, mais il a pris des décisions parfois où il n'a pas le choix. Blaise Compaoré est un cadeau empoisonné à Alassane Ouattara. N'oubliez pas que lorsque la France a voulu retirer Blaise Compaoré, ils ont cherché où l'envoyer. Et ils ont cherché. La Côte d'Ivoire étant un pays qui sort aussi de ces vieux démons, n'a pas encore exorcisé ces vieux démons, le monsieur, à un moment donné, s'est dit, bon, rejeter Blaise Compaoré, c'est énerver Guillaume Soro, c'est remettre en cause la sécurité de mon régime et tout. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas nécessairement de gaieté de cœur. Si vous regardez l'histoire des relations entre Ouattara et Compaoré, vous comprendrez que Ouattara ne fera jamais confiance à Blaise Compaoré, jamais, à grand jamais, parce qu'il lui a donné plein de coups dans le dos, plein de couteaux dans le dos. Donc, c'est pour dire que la situation n'est pas aussi aisée que ça. Et mieux, comme M. Adjovi l'a dit, c'est qu'il y a trop d'intérêt dans ces dossiers-là. Vous voulez juger Blaise Compaoré pour l'assassinat de Thomas Sankara. La France est dans l'assassinat de Thomas Sankara. La Côte d'Ivoire est dans l'assassinat de Thomas Sankara. Le Libéria est dans l'assassinat de Thomas Sankara. Dans ces conditions, vous voyez, ce n'est pas des vieux démons qu'on réveille, c'est des démons actuels qu'on est en train de réveiller dans cette situation. Moi, je pense que les Burkinabés doivent, à un moment donné, oublier les orgueils et passer par des commissions vérité et réconciliation. Parce que tant qu'on dit on veut juger, on crée des morts aujourd'hui pour juger des morts d'hier. Je donne un exemple très simple. Vous prenez au Togo, si Jicris Olympio, son père a été tué, on a coupé ses veines, on a bu son sang. Mais il arrive à un moment donné où il dit, si je continue cette affaire-là, c'est toujours des morts aujourd'hui. Il faut qu'on avance. Et il a eu le courage politique de dire, faisons la paix. Celui qui a tué mon père, il est mort. Ils sont en train de régler là-bas. Faisons la paix. Je crois que si nous rentrons dans une vérité et réconciliation, les gens vont parler. Mais tant qu'ils ne parlent pas, c'est difficile d'établir les preuves
pour quoi que ce soit. On n'arrive même pas à savoir si c'est le corps de Thomas Sankara qui est dans la tombe. Et dans ces conditions, comment on veut faire un procès? Donc je crois que fondamentalement, on doit amener les Blaise Compaoré et autres à dire la vérité et demander pardon au peuple. Parce que quand les gens disent vérité, justice et réconciliation, le fait qu'un homme de la trempe de Blaise Compaoré vient dire ce qu'il a fait, c'est déjà de la justice. Parce que c'est déjà une humiliation énorme pour lui d'avouer ce qu'il a dit. Prenons exemple sur l'Afrique du Sud et avançons, parce que j'ai fait ce pays, je habite ce pays, je sais combien c'est douloureux chaque fois. À l'anniversaire de Thomas Sankara, on réveille chaque fois Thomas Sankara dans la vie de son épouse, dont elle souffre chaque année que nous disons anniversaire, elle souffre chaque année de ce décès-là, parce qu'on lui rappelle tous les mauvais souvenirs. Je crois qu'il est temps qu'on fasse vraiment c'est-à-dire une certaine vérité où tout le monde vient tout dire, quelqu'un qui peut bien parler et éclairer beaucoup de situations, c'est le général Diendéré. Mais il ne parlera pas sous menace, que ce qu'il va dire va être utilisé contre lui. Or, il connaît tout de tous les Burkinabés. Il n'y a pas ce Burkinabé, même le président de l'exercice actuel, sur lequel le général Diendéré n'a pas de secret. C'était le directeur des services de renseignement pendant 27 ans. Il a toutes les informations. Mais tant qu'il est menacé, il ne parlera pas. Il faut donc qu'on rentre dans une logique de vérité et réconciliation pour que les gens se délient et qu'on sache ce qui s'est passé. Messieurs, nous allons évoluer. Le Burkina, c'est aussi le débrayage de 72 heures décidé par le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture sinatique, quotidien d'État citoyen fermé, radio nationale musique, télévision nationale musique. Le regard du journaliste Eric Bellamé Adjoubi. Oui, c'est toujours difficile pour les acteurs des médias, difficile également pour le peuple de ne pas avoir les prestations des organes de presse, que ce soit la presse écrite, la radio, la télévision, parce que les journalistes, nous sommes chargés non seulement d'informer, mais également de distraire, d'animer. Donc, toutes les fois où ce n'est pas possible de le faire, ça fait grincer des dents. Maintenant, évidemment, les acteurs des organes de presse veulent avoir, à défaut d'avoir une aisance, d'avoir quand même le minimum de confort, puisque même pour être vertueux, quelqu'un me disait ça il n'y a pas très longtemps, pour être vertueux, il faut un minimum de confort. Sinon, si vous n'avez pas un minimum de confort, on peut vous faire manger à toutes les sauces. Donc, pour être vertueux, il faut un minimum de confort. Donc, les acteurs des médias, ils doivent jouer leur rôle, mais pour jouer ce rôle, il faudrait qu'on leur offre le minimum de confort et également que la sécurité, maintenant, c'est quand même mieux par rapport à hier. La sécurité des acteurs des médias soit assurée. Je pense que c'est un débat qui ne cessera pas et c'est sur tous les horizons que le débat se fait, pouvoir faire son travail dans les conditions qu'il faut et avec la sécurité qui l'accompagne, parce que nous sommes là pour informer, pour animer, pour distraire, mais on ne va pas le faire en étant dans l'indigence, on ne va pas le faire en craignant pour sa sécurité. Donc je pense qu'il faut que les autorités fassent ce qui doit se faire pour que le travail reprenne. Coach Pouillon, l'amélioration des conditions de vie et de travail n'est pas la seule chose que demandent les hommes de médias au Burkina Faso. Ils demandent aussi l'arrêt de l'émission du gouvernement dans le traitement de l'information. Au fait, il faut dire que les deux parties doivent mettre de l'eau dans leur vin. Je vais vous expliquer, au fait, c'est dit, aujourd'hui, le gouvernement est venu voir trop de pots pourris, trop de pièges. Et ces mandats d'arrêt contre Guillaume Soro, c'est ceci. Donc, pour démêler tout ça, ils ont envie de contrôler le système. Vous voyez, par exemple, quand le président de la Cour criminelle de la Chambre de cassation voulait prendre sa décision, on dit le procureur rentrer dans la salle pour aller lui parler, pour dire ne fais pas. Parce qu'ils ont toujours peur qu'il y ait une décision ou quelque chose de la presse qui amène encore des problèmes. C'est pourquoi il dit les deux camps doivent mettre de l'eau dans le vin. Il faut que la presse burkinabé exige, et ils ont raison d'exiger, mais qu'ils sachent jusqu'où il faut exiger. Mais que le gouvernement aussi, vous voyez, ce pays aujourd'hui manque d'initiative. On est tout le temps focalisé autour de justice et de poursuite à juger, de ceci, et ça manque d'initiative. En termes d'emploi,
aucune initiative. En termes de développement, aucune initiative. On est focalisé sur justice. Oh, les gens ne mangent pas la justice. Ils ont besoin, c'est vrai que d'autres ont besoin qu'on rende justice pour leur décès, mais d'autres ont besoin de voir autre chose. Donc, vous allez voir, les grèves, ce n'est pas dans ce secteur. Il y a dans presque tous les secteurs aujourd'hui, il y a grève. Parce que c'était inaction au niveau de l'État. Et c'est la culture du Burkinabé qui est comme ça. On est là, on construit sa maison, on met la tôle dessus parce qu'on n'a pas l'ambition de faire étage après. Vous allez à Bamako, tout le monde construit ses dalles. Parce qu'il a déjà l'intention d'ajouter quelque chose après. Vous allez au Burkina, tout le monde construit ses tôles. Vous voyez la maison des ministres, c'est tôle. Les maisons des autorités, c'est tôle. Parce qu'ils sont au rez-de-chaussée, ils n'envisagent pas d'aller plus loin. Donc ce peuple manque d'ambition, manque d'audace, manque d'initiative. Et on dit chaque peuple a le gouvernement qu'il mérite. Il faut donc que les autorités du Burkina prennent des initiatives, ouvrent des chantiers en matière d'emploi, des chantiers en matière de développement. Ce n'est pas en faisant des réunions pour régler les problèmes. Vous savez, je dirige des organisations où il y a souvent des crises. Mais quand il y a crise comme ça, on prend des initiatives. Dans la grandeur, le peuple se réunit. Nelson Mandela a dit, mon peuple a besoin de grandeur. Il a fait tout pour gagner la Coupe du monde de rugby. Et tout le peuple, hommes de peau claire, de peau afro, tout le monde s'est jeté dans les bras l'un de l'autre. Il y a eu réconciliation de la nation dans la grandeur. Il faut que de grands chantiers soient ouverts et que dans la grandeur, le peuple se retrouve. Mais dans cette inaction où chacun veut avoir raison, l'autre y va là-bas, l'autre y va là-bas, c'est clair que nous allons aboutir à des clashs comme ce que nous sommes en train de voir. Au vu de cette situation, Ebel Abeladjovi, n'est-on pas en train de faire du neuf avec du vieux? Ça dépend toujours de là où on se retrouve. Je pense que de toutes les manières, il va falloir que le peuple soit patient. Ce qui a été détruit pendant des décennies, ce n'est pas en quelques jours qu'un gouvernement nouvellement installé va le régler. Mais maintenant, il ne faudrait pas que le gouvernement soit également dans l'inaction. Donc que le gouvernement sache qu'au-delà de tout ce qu'il peut faire, que le peuple a faim, le peuple a droit à la justice parce que le peuple a été muselé longtemps et donc que de part et d'autre, le peuple patient, le gouvernement faisant quand même ce qu'il faut pour donner espoir au peuple que ça va mieux se passer dans un avenir plus ou moins proche. Si ça ne se fait pas de cette manière, évidemment, on va se retrouver dans un cercle infernal. Et il va falloir, je pense que les autorités burkinabées ont conscience de la chose. Le peuple a être un peu plus patient, mais le peuple a intérêt à faire comprendre au gouvernement qu'il faut faire quelque chose. L'essentiel pour qu'il y ait quand même une meilleure situation que ce qu'il y a aujourd'hui. Mais je crois quand même que le Burkina, par rapport à d'autres pays, quand même des leviers sur lesquels on peut jouer, puisque c'est un pays qui sait qu'on ne peut pas se développer sans soi-même s'impliquer directement. Je ne vais pas aller plus loin. Alors, coach Poyon, on dénonce aussi au Burkina Faso l'inaction de certains ministres qui sont carrément peut-être un peu trop âgés déjà, vieux ou passifs. On dénonce carrément du Blaise Compaoré bis actuellement. Il y a plusieurs partis d'opposition, il y a déjà levé de boucliers, on critique beaucoup de choses au Burkina Faso aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas le sentiment que l'insurrection, elle est morte dans l'œuf? Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de génération spontanée en politique. Et c'est ce qu'on a voulu faire dans la transition, ça n'a pas marché. La transition a pris des gens qui n'ont jamais fait la politique, qui n'ont jamais goûté à ça, on a nommé à gauche, à droite, on s'est rendu compte que ça ne donne pas. Je crois que le Burkina avait besoin de retrouver une stabilité et une place dans le Conseil des Nations. Et pour ça, il faut de l'expérience. Et ils ont retrouvé cette place. Aujourd'hui, quand le Burkina va à des sommets, ils sont respectés. Je vais vous donner un exemple très simple. Au temps de la transition, le président Kafando va à un sommet de la CEDEAO. La CEDEAO décide d'envoyer un médiateur pour les aider à résoudre des problèmes. Et il répond, ne vous mêlez pas de nos problèmes. Mais c'est quand même un diplomate qui parle comme ça. On n'a rien compris. Tout le monde était tombé des nues. C'est pour dire qu'on a eu ce temps où le Burkina était, bon, il faut les laisser faire leur désordre et tout ça. Mais aujourd'hui, le Burkina est respecté dans le Conseil des Nations. Et Macron, Christian Kaboré commence par être sollicité comme Blaise Compaoré était sollicité pour des médiations à gauche, à droite, devant, derrière. Je crois qu'il faut saluer ça. Maintenant, quand on dit, on fait, je donne la sécurité au Burkina. C'est l'un des aspects où le Burkina est en train de réussir en termes de sécurité. C'est l'un des aspects où le Burkina avance. Il n'y a pas de braquage au Burkina comme il y en a à Cotonou.
Donc c'est pour dire que c'est l'un des ministres les plus vieux du gouvernement. Donc il faut de l'expérience pour faire un certain nombre de choses. C'est un monsieur qui a été maire de la capitale pendant des années et qui est venu et qui a cette approche pédagogique qui consiste à écouter tout le monde et faire du bon travail avec. Moi, je pense fondamentalement que l'opposition aujourd'hui qui reproche au gouvernement de faire avec les gens de Blaise Compaoré est en accord, est en alliance d'opposition avec le parti de Blaise Compaoré. Donc moi, je ne sais pas comment on peut être en alliance avec le parti de Blaise Compaoré et reprocher aux autres de travailler avec des gens qui ont bouté dehors Blaise Compaoré. Je voudrais que les Burkinabés se rappellent d'une chose. Sans la démission des Christian Roch Kaboré, des Salifou Diallo, il était impossible de faire partie Blaise Compaoré du pouvoir. C'est ceux-là qui sont venus renforcer l'opposition, qui ont donné un poids à l'opposition et donc voilà. Donc bref, pour dire que concrètement, il faut que les gens comprennent que l'expérience est nécessaire pour gouverner un pays. Merci messieurs. Fin du premier débat, Ribel Abel-Adiovi. Oui, je voudrais dire juste rapidement quelque chose. C'est que nous avons parlé de beaucoup de choses qui ne vont pas au Burkina Faso, mais on peut dire quand même que dans la période du président Blaise Compaoré, le Burkina, sur beaucoup de points, était quand même en avance. Parce que la politique qui a été mise en place par le président Thomas Sankara, à bien des égards, a été respectée. Et le Burkina, si vous voyez sur la scène internationale, là nous parlons des relations internationales, est respecté parce que le dispositif est là pour positionner les cadres burkinabés sur la scène internationale. Le Burkina, quand on prend au niveau du développement, le Burkina a compris qu'on ne peut pas se développer sans soi-même se prendre en charge. Et ça, c'est depuis la période révolutionnaire. Donc, ça fait partie des aspects positifs, sans oublier l'aspect sécuritaire, puisque quand vous parlez de socialisme, vous parlez également de ce que dans les quartiers, dans les villages, la sécurité est prise en compte. Donc, tout ça, ça constitue des acquis. Il n'y a pas de table rase en termes d'État. C'est une continuité. Et là, c'est un aspect très important. Merci beaucoup. Faisons rapidement un tour à la régie pour le flash avant d'aborder l'actualité en Afrique du Sud. Le rassemblement de l'opposition s'est déclaré ce mardi ouvert à un vrai dialogue inclusif en République démocratique du Congo avec le délégué au dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila. Il maintient toutefois la pression avec de nouvelles manifestations le 19 octobre. Resté mobilisé, a déclaré l'opposant historique Étienne Tshisekedi à la clôture du deuxième conclave du rassemblement à Kinshasa. La Haute Cour du Zimbabwe a confirmé ce mardi la validité de l'interdiction de toute manifestation de rue contre le président Robert Mugabe pour demander le départ du chef de l'État, a annoncé un avocat. Les Zimbabwéens expriment leur colère contre Mugabe au pouvoir depuis 1980. Le mouvement de contestation agite le pays depuis quelques mois sur fond de profonde crise économique. Au Nigeria, la Cour de justice de la CEDEAO a qualifié ce mardi d'illégale la détention prolongée de Sambo Dasuki, l'ancien conseiller pour la sécurité nationale nigériane. Elle estime que sa détention prolongée depuis le 5 novembre 2015 est illégale, arbitraire et viole les lois internationales. Le président Buhari, qui a succédé à Goodluck Jonathan, a lancé une vaste campagne anticorruption visant les proches du gouvernement précédent. Afrique du Sud, heurts violents entre policiers et étudiants, la crise de trop pour l'ANC Jacob Zuma. On en parle juste après ceci. Le débat se poursuit avec vous, messieurs Ribel Abel-Adiovi, journaliste spécialiste des juridictions internationales, Patrick Amampoyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Les étudiants réclament une éducation gratuite pour tous. Coach Poyon, pourquoi a-t-on le sentiment que l'ANC au pouvoir ne prend pas la mesure de l'enjeu? Parce que, vous savez, Nelson Mandela a beaucoup de qualités. Beaucoup. Il est célébré dans le monde comme l'un des meilleurs êtres humains qui ait jamais existé. Mais il a un défaut. Il n'a pas fabriqué de dauphin. Il n'a pas préparé quelqu'un à l'après Nelson Mandela. Et c'est ça que nous sommes en train de payer. Thabo Mbeki était trop pressé de prendre le pouvoir. Nelson Mandela n'a pas voulu s'humilier dans un débat, dans une bagarre avec Thabo Mbeki. Il a quitté le pouvoir juste après un mandat pour lui laisser la place. Et nous avons eu Thabo Mbeki qui, bon gré mal gré, a tenu quand même la maison un peu chaude là. Et qui a fini par être bouté dehors. Jacob Zuma est venu, il y a trop de problèmes et tout. Et bon, il prépare maintenant son ex-épouse à prendre sa relève. Bon, vraiment, moi je dis, ce qui s'est passé, c'est que tout te résume à
la difficulté, parce que moi je le dis, parce que je le répète souvent, je dis là où je peux faire plus que Nelson Mandela, c'est de préparer des gens plus forts que moi. Ça, c'est le seul point où je peux arriver à dire j'ai profité des expériences de Nelson Mandela et j'ai fait plus que lui. Il faut que nous comprenions que là-bas, c'est le problème qui se pose. Jacob Zuma n'est pas à la carrure de Nelson Mandela. Et ça ne doit pas étonner quelqu'un. Quand Nelson Mandela était président, il prenait toutes ses décisions en l'absence de ses vice-présidents, en l'absence de ses collaborateurs. Il gérait, c'est pas qu'il les évitait, mais c'est qu'un jour, par exemple, il voulait sortir pour aller prendre une décision et son assistant lui dit, est-ce qu'il ne faut pas informer au moins votre vice-président? Il dit, hey, je n'ai pas été élu président pour demander l'avis de quelqu'un avant de gouverner ce pays. C'est logique ce qu'il a dit. Seulement, dans la logique de fabriquer un dauphin, il était bon que le dauphin soit là, que les vice-présidents soient là. Et c'est le problème de tous nos pays africains. Personne n'a été fabriqué, personne n'a été préparé pour prendre la relève. Résultat, un beau jour, quelqu'un sort du néant sans aucune préparation et il prend le pouvoir. Et c'est ce que nous vivons. C'est une vraie pagaille que Jacob Zuma a organisée. Mais ce n'est pas sa faute. Il n'a pas été encadré, il n'a pas été formé. Et aujourd'hui, dans le pays, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de rempart, il n'y a pas de personne qui puisse prendre la parole pour dire arrêtez et on puisse arrêter. Alors, Ebela Badiouvi, l'année dernière, il y avait déjà eu cette contestation. La mesure avait été rapidement retirée par le gouvernement. Aujourd'hui, on la ramène. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment que le gouvernement aujourd'hui est en train de ponctionner sur le dos des étudiants pour gérer les problèmes économiques généralisés en Afrique, auxquels fait face aussi l'Afrique du Sud? Mais c'est évident, maintenant, un gouvernement est d'abord responsable. Et lorsque vous décidez d'accorder à une frange sociale des droits, vous ne revenez pas en arrière, et surtout lorsqu'il s'agit des étudiants. Je pense que dans ce débat, il y a quand même deux choses essentielles qu'on ne doit pas oublier. Lorsque vous êtes un gouvernement, vous devez permettre à tous ceux qui ont les diplômes requis d'aller à l'université. Et ça se pose comme problème aujourd'hui, et également au niveau des frais d'instruction. Il se pose, si les gens n'ont pas les moyens, le panier de la ménagère n'est pas à la hauteur des attentes, on ne peut pas augmenter à volonté les frais d'instruction. C'est les deux points essentiels qui sont évoqués ici et je pense que le gouvernement doit pouvoir y réfléchir de près. C'est vrai qu'une commission a été mise en place pour que d'ici avril 2017, des propositions soient faites pour que le gouvernement intervienne dans les instructions aux universités, mais il s'agit de maintenant. Il s'agit de maintenant et si on ne le fait pas, ça serait difficile pour l'éducation supérieure en Afrique du Sud. Alors, coach Pouillon, les manifestants réclament une éducation gratuite pour tous, conformément à la charte sud-africaine des libertés. Mais aujourd'hui, l'ANC de Jacob Zuma trouve des palliatifs pour dire que cela ne signifie pas qu'on ne devrait pas payer quelque chose avant de recevoir l'enseignement. Au fait, ça rejoint le problème que je pose souvent sur cette émission, c'est que nous votons des lois en désordre, sans tenir compte de nos réalités. Vous voyez, la Constitution du Bénin dit que l'école est gratuite. Imaginez combien d'années on a eu avant de commencer par rendre progressivement gratuit. Vous voyez, au fait, moi je dis, la loi doit être respectée. Alors si nous votons une loi, tenons compte de sa capacité à être respectée. Parce que si nous votons des lois qui n'ont pas une capacité d'être mises en œuvre, résultat, les gens vont utiliser ce même principe au niveau des justifications, au niveau de cette loi, pour justifier beaucoup de choses. Vous savez, j'ai lu dans la presse burkinabé, par exemple, aujourd'hui, que le président béninois n'a toujours pas déclaré ses biens. Oui, c'est comme ça, parce qu'il y a des failles quelque part, on en profite et puis on généralise et résultat, la loi n'est plus respectée. Donc si je reviens en Afrique du Sud, je voudrais dire simplement que, c'est-à-dire, on a voté la loi et puis, bon, maintenant les étudiants réclament la gratuité. Est-ce que le gouvernement peut assurer la gratuité avec les caisses de plus en plus vides, avec les difficultés économiques de l'Afrique du Sud qui est passée derrière le Nigeria, ce qui est une nouveauté. Et donc, à partir de cet instant, c'est comme au Nigeria, nous avons eu le même cas où le gouvernement a voulu renoncer aux subventions sur le carburant. L'année passée ou l'année surpassée, ça a créé des émeutes. Finalement, Boari est venu, il a fait, ça n'a pas créé d'émeutes. Pourquoi? Parce qu'il vient d'être élu, il est légitime. L'autre est en fin de mandat. Et c'est la même chose qui se passe en Afrique du Sud. Toute décision, on n'est pas vu au moment où Jacob Zuma peut faire passer une décision du genre. Ils ont manqué comment on appelle, de hauteur pour savoir, de mesure, pour savoir est-ce que c'est le moment.
Aujourd'hui, toute décision du genre doit être abandonnée complètement parce qu'il n'a plus de légitimité et donc chaque fois qu'il prend ce genre de décision, le peuple sera dehors, ça va chauffer, il y aura des morts. Je crois qu'il faut éviter toute décision de ce genre jusqu'à la fin de son mandat parce qu'il est en perte de légitimité. Donc, quand tu viens au pouvoir nouvellement élu, les décisions du genre, il faut profiter de la période de grâce pour prendre des décisions du genre, parce que s'il avait pris ça juste après son élection, on ne serait pas dans cette crise-là. Et je crois que le problème n'est pas au niveau de est-ce que ça doit être gratuit ou pas, il n'est plus légitime, des décisions fortes, il ne peut plus prendre. Et Mme Ladjovi, plusieurs policiers et étudiants ont été blessés. Est-ce que vous pensez que la stratégie la plus indiquée était de réprimer avec grenades assourdissantes et tirs avec des balles de caoutchouc sur les étudiants à l'intérieur même des campus? Non, déjà, est-ce que le gouvernement est légitimé pour faire ce qu'il fait? Je pense que non, puisqu'il y a des affaires de corruption, des affaires de pots de vin, et au premier chef, reproché au chef de l'État, Jacob Zuma. Une décision a même été rendue disant clairement qu'il a violé la constitution sud-africaine. C'est clair, avec sa maison qui a été fait tout ça sur les comptes publics. On lui reproche également des affaires, plein d'affaires de pots de vin, également même des affaires de femmes, beaucoup de choses. Dans ces conditions, il n'est plus du tout légitime. Pas seulement parce qu'il est en fin de mandat, mais également parce que, justement, lui-même, il n'est plus crédible en tant que celui qui porte la nation. Parce que la démocratie, c'est quoi? Tout le monde s'entend sur quelque chose qui est que nous ne pouvons pas tous à la fois gérer l'État. Et donc, on confie à quelqu'un qu'on considère au-dessus de la mêlée, quelqu'un en fait qui peut porter nos aspirations, alors la gestion de l'État. Si cette personne se décide à pratiquer la prévarication des maigres ressources de l'État, ça pose un grave problème. Et donc, Jacob Zuma, aujourd'hui, si lui-même il met la main à la pâte et que les ministres, il y a plein de gens qui sont dans des affaires louches, comme on le dit, excusez du peu, alors on ne peut pas reprocher aux étudiants de demander un peu de la caillotte. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas faire ce qu'il fait. Et si cela a été promis, il faut pouvoir respecter son engagement. Donc c'est bien qu'il y ait une commission qui soit mise en place. On parle d'avril 2017 pour les conclusions de cette commission pour voir comment l'État peut aider à l'accès aux universités. Mais les étudiants n'entendent pas la chose de cette oreille. C'est maintenant et tout de suite qu'il faut permettre aux gens de le faire. Et ce qui est grave, justement, c'est parce que depuis hier, mardi, on n'a pas pu reprendre les cours. Or, dans quelques jours, ce serait la composition de fin d'année. Et si on ne le fait pas, ça voudra dire quoi? Année blanche. Et si jamais l'année est blanchie, ça voudra dire que le problème va s'aggraver, puisque dans quelques semaines, on va parler de l'entrée de nouveaux étudiants. Ils vont aller dans quelle salle et dans quelles conditions? Wait and see. Ok. Coach Poyon, aujourd'hui, on se pose des questions par rapport même à la légitimité aujourd'hui de l'ANC, parce que l'après Nelson Mandela, il y a des problèmes. Aujourd'hui, le mode de désignation du leader par l'ANC, qui est quand même un leader qui va directement s'asseoir sur le plus haut siège en Afrique du Sud, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Parce que Jacob Zuma, l'homme a quand même fait Robben Island, une dizaine d'années de prison, tout comme Nelson Mandela qui en a fait plus de 20. Donc aujourd'hui, on est en droit de se poser des questions par rapport à la légitimité de ce pouvoir, de ce parti très puissant, très ancré dans les mœurs. On a vu des gens qui ont voté pour l'ANC juste parce qu'ils sont nés dedans, ils ont grandi dedans. Donc le problème se pose aujourd'hui. Oui, mais écoutez, dans tout grand parti politique, dans le monde entier, il n'y a pas de démocratie. Ça là, il faut se leurrer. Regardez en France, c'est le parti de Sarkozy où quelqu'un va sortir maintenant démocratiquement et diriger le parti. Non, c'est pipé. Aux États-Unis, quelqu'un sort du... Vous voyez, les républicains, pour avoir laissé primaire bizarre, ils ont un candidat qui n'est pas républicain. Donald Trump, si les réformations sont sorties, il a toujours financé les candidats démocrates. Et subitement, il devient le candidat des républicains. Donc, c'est pour dire que la démocratie n'est pas
parce que quelqu'un a construit son parti, a fait ceci. Bon, je crois qu'on est parti pour la présidente de l'Union africaine qui va devenir présidente du parti, empilé à la place de Jacob Zuma. Maintenant, le problème, c'est mettre de l'ordre dans la maison. Il y a eu trop de dégâts, trop de désordre, mettre de l'ordre. Je ne sais pas si elle pourra le faire, mais tout ce qui est sûr, c'est au moins un moins de mal, parce que si on fait génération spontanée, on connaît les conséquences des générations spontanées. Dans tous les cas, le parti de Nelson Mandela va très mal aujourd'hui en termes de leadership, en termes de légitimité, en termes d'avenir, et à la rigueur, les gens demandent même qu'on anticipe même le mandat de Jacob Zuma, qu'il démissionne et qu'on fasse des élections tout de suite, et qu'on puisse passer à un régime plus légitime. Et je crois qu'il y a énormément de choses à faire. Là-bas, comme partout, il faut que, même s'il n'y a pas de démocratie, qu'on puisse travailler autrement. L'ANC dit carrément que l'interprétation des tests varie, qu'il faut juste assurer l'éducation gratuite pour les plus pauvres. Et donc le gouvernement s'est engagé à prendre en charge pour 2017 l'augmentation des frais universitaires pour tous les étudiants issus de foyers gagnant moins de 600 000 rand par an. Ça fait environ 40 000 euros. Messieurs, merci. C'est déjà tout pour cette émission. Était sur ce plateau Ibel Abel Adjovi, journaliste spécialiste des juridictions internationales. Face à lui, Patrick Armand Pouillon, coach en politique de développement et gestion de crise. Messieurs, merci d'être placés sur Angle de Vue. Ce sera déjà tout. Merci de nous suivre. Très bonne suite des programmes sur SICA. À très bientôt. L'hommage à Thomas Sankara